Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Il y a 4 ans, le 13 novembre 2015, le terrorisme frappait Paris et ses environs au Stade de France, dans les terrasses des cafés et restaurants au Bataclan. Ces attentats, les plus meurtriers de l'histoire de France, ont fait 130 morts, des centaines de blessés et ont laissé derrière eux un pays en état de choc. Le 13 novembre a-t-il marqué un tournant de notre expérience de la violence? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur au moment des faits. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Vous racontez la montée des périls auxquels le pays a dû faire face dans un livre à l'épreuve de la violence, publié aux éditions Stock. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce soir, de ce 13 novembre 2015 ? Le 13 novembre, je m'étais rendu dans l'après-midi du 13 novembre à la préfecture des Hauts-de-Seine pour présenter un plan que nous avions élaboré pendant de nombreux mois destiné à lutter contre le trafic d'armes. Je redoutais qu'il y ait une tuerie de masse. Je voyais le risque que représentait l'absence de dispositions cohérentes pour lutter contre le trafic d'armes et j'avais été présenté ce plan à Nanterre. Ensuite, je m'étais rendu avec le préfet de police de Paris, Michel Cadot, à Montrouge pour remettre des décorations à des fonctionnaires qui avaient été victimes des attentats de janvier 2015. Et j'étais rentré dîner place Beauvau avant une longue soirée qui devait être consacrée à la lecture de notes et à des réunions de travail avec mes collaborateurs. Et c'est au moment où je dînais rapidement avec ma famille que je reçois un coup de fil de François Hollande qui est au Stade de France pour assister à un match de foot et qui me dit « J'ai entendu à l'extérieur des détonations, est-ce que vous pouvez regarder de quoi il s'agit ?» Et à peine le président a-t-il raccroché que le préfet de police de Paris me joint par téléphone pour me dire « Il y a des explosions à l'extérieur du Stade de France, nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, mais nos équipes seront sur place dans quelques minutes et nous vous tiendrons informés. » Et à ce moment-là, je décide de me rendre au Stade de France pour rejoindre le président de la République. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là dans votre fort intérieur, Bernard Cazeneuve ? Nous étions depuis des mois dans la crainte d'une tuerie de masse. Et nous avions organisé l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur pour que cela soit prévenu, évité et que nous puissions intervenir rapidement si une telle tragédie devait survenir. Donc je suis dans l'idée que ce que nous redoutions est peut-être en train de survenir. Vous racontez comment très rapidement les choses s'organisent, comment François Hollande conserve son calme, bref, comment l'appareil d'État fonctionne. Concrètement, qu'est-ce qui se met en place ce 13 novembre, Bernard Cazeneuve ? D'abord, il faut bien avoir à l'esprit l'enchaînement des faits. Je me rends au Stade de France, la décision a été prise de maintenir l'ensemble des participants au match de foot à l'intérieur du stade parce qu'il nous semble que c'est la meilleure manière d'éviter les mouvements de panique et d'assurer la sécurité de ceux qui sont dans l'enceinte parce que nous sommes convaincus à juste titre que personne n'a pu entrer dans l'enceinte compte tenu des mesures de contrôle et de sécurité qui ont été prises avec des explosifs ou des armes. Donc nous savons que ceux qui sont à l'intérieur du Stade de France sont en sécurité et que rien ne serait pire que le désordre et la panique. Donc nous prenons cette décision-là. Et au moment où je suis au Stade de France, j'ai confirmation du fait que des fusillades sont en cours sur les terrasses de café à Paris. Et à ce moment-là, en accord avec le président de la République, je décide de rentrer immédiatement place Beauvau pour animer la cellule de crise, interministérielle de crise, dont le Premier ministre a décidé de l'ouverture. Est-ce que ce scénario qui se dessine, autrement dit, un scénario où on a affaire à une attaque d'ampleur, coordonnée, est-ce quelque chose qui était sinon prévu, du moins imaginé par les services, Bernard Cazeneuve ? C'était totalement anticipé, à tel point que dans la matinée du 13 novembre, nous avions organisé un exercice avec l'ensemble des services concernés, notamment les services de sécurité et de secours, destinés à préparer les modalités d'une intervention rapide de ces services si nous devions être confrontés à une tuerie de masse. Et le fait que nous ayons fait cet exercice tout à fait par hasard le matin même nous a permis dans la soirée de déployer selon les modalités que nous avions précisément arrêtées le matin les
services de secours de telle sorte à ce que les personnes blessées puissent être hospitalisées rapidement et dans les meilleures conditions. Et les hôpitaux ce soir-là, sous la coordination du ministère de la Santé, Marisol Touraine étant elle-même très, très présente et très impliquée, ont fait un travail absolument remarquable pour secourir ceux qui devaient l'être. Et en matière, cette fois-ci, d'intervention policière, d'antiterrorisme, une attaque simultanée, qu'est-ce que ça suppose comme réponse de la part de l'État? Ça suppose une intervention extrêmement rapide des forces de sécurité sur site, dans des conditions qui soient rapides et à la fois maîtrisées. La BRI se rend au Bataclan et la BRI intervient dans des conditions qui sont des conditions répondant à des protocoles d'intervention lorsque on est confronté à des attaques terroristes de ce type, c'est-à-dire vérification qu'il n'y a pas de lieu dans la salle de spectacle qui ont été minés par les terroristes, de manière à ne pas occasionner plus de victimes encore, possibilité de neutraliser et de maîtriser les terroristes dans des conditions qui n'occasionnent pas des victimes supplémentaires. Tout cela implique un haut niveau de maîtrise et de professionnalisme que les forces spéciales d'intervention auront ce soir-là. Lorsque vous ouvrez ce livre à l'épreuve de la violence, publié aux éditions Stock, Bernard Cazeneuve, vous dites « Une intuition s'empare alors de moi » lorsque vous franchissez pour la première fois la grille de l'hôtel de Beauvau, le 2 avril 2014, celle, je vous cite, des épreuves que le pays aura à affronter. Qu'est-ce qui a changé entre avril 2014 et le 13 novembre 2015 ? Il y a eu d'autres attentats. Qu'est-ce qui a changé en matière policière? Quelles sont les différentes mesures que vous avez prises lorsque vous étiez aux manettes pour tenter de contrer le terrorisme? Cette intuition dont vous parlez, qui s'empare de moi comme un pressentiment le 2 avril 2014, est fortement accentuée par le message que me livre mon prédécesseur au moment de la passation de pouvoir. Emmanuel Valls me dit « Il y a beaucoup de jeunes qui partent sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie, c'est une croissance très importante. Nous n'avons pas les outils législatifs pour faire face à ces départs. Nous sommes dans une course contre la montre. Nous avons par ailleurs perdu près de 13 000 emplois dans les services de police et de gendarmerie, dans les services de renseignement. Donc il y a une course contre la montre à mener et un arsenal antiterroriste à reconstruire. Et c'est ce qui va m'obséder dès les premières heures de mon arrivée place Beauvau et jusqu'au moment de mon départ pour Matignon, rehausser les moyens de nos services pour leur permettre de faire face à un niveau de menace exceptionnellement élevé. Alors qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous augmentons très significativement les effectifs des services de renseignement de la police et de la gendarmerie. Je vous ai dit que la révision générale des politiques publiques, c'était moins 13 000 postes. Nous en créerons 10 000 pendant la période. Nous augmentons de près de 20% les crédits hors personnel alloués aux services de renseignement, à la police et à la gendarmerie pour leur permettre de moderniser leurs équipements. Ce travail d'ailleurs se poursuit aujourd'hui fort heureusement. Nous prenons des dispositions législatives nouvelles pour avoir des outils juridiques dont nous ne disposions pas à l'époque. Il s'agisse de l'interdiction de sortie du territoire pour ceux qui partent sur le théâtre des opérations terroristes, de l'incrimination individuelle terroriste pour ceux qui ne préparent pas des attentats en bande organisée. C'est le blocage administratif des sites qui appelle et provoque le terrorisme et qui me permettra de sensibiliser les GAFA à la nécessité de lutter contre la haine antisémite, raciste, les appels au terrorisme sur Internet avec un protocole qu'on signera en avril 2015. C'est la loi sur le renseignement de juillet 2015 qui permet aux services de renseignement de pouvoir utiliser les technologies modernes pour prévenir des attentats. C'est l'ensemble de ces dispositions législatives que nous mettons en place. Et puis il y a le volet européen qui est très important. Je me battrai longtemps pour obtenir une directive européenne destinée à lutter contre le trafic d'armes. Elle sera adoptée à la fin de l'année 2015. Nous prendrons des dispositions pour améliorer le dispositif de contrôle aux frontières avec la montée en puissance de Schengen, la réforme du code Schengen avec la soumission au contrôle aux frontières extérieures pour les ressortissants de l'Union européenne. Nous améliorons la coopération entre les services de renseignement en leur demandant de mieux renseigner le système d'information Schengen. Nous améliorons la coopération entre les instances de poursuite, les juges antiterroristes, en utilisant Eurojust. Bref, nous serons sur tous les fronts à chaque instant
pour essayer de protéger les Français. Et puis nous agissons aussi à ce moment-là à l'extérieur, au sein de la coalition, pour réduire Daesh, là où Daesh agit, prépare des attentats, organise la venue sur le territoire européen de commandos destinés à nous frapper. Auparavant, Bernard Cazeneuve, est-ce que la menace avait été minimisée? Est-ce qu'elle avait été mal mesurée? Je crois que à partir des attentats de Toulouse et de Montauban, qui sont des attentats terroristes, antisémites, il y a une prise de conscience d'un processus de radicalisation qui peut conduire à une violence extrême. Mais pour ce qui me concerne, c'est en avril 2014, à travers cet échange avec Manuel Valls, que je prends conscience d'un sujet dont la presse a encore peu parlé, dont l'opinion publique est encore très peu consciente, qui est un niveau de menace extrêmement élevé. Et je prends conscience aussi à ce moment-là de la nécessité d'aller très vite, de prendre très vite des dispositions destinées à protéger les Français, d'où cet arsenal législatif, cette présence constante au Parlement pour faire adopter des mesures, ces dispositions prises pour rehausser les moyens des services, et cette nécessité de s'adapter à une réalité très nouvelle que nous n'avons pas eu le temps d'analyser dans sa complexité, mais face à laquelle il nous faut agir, réagir et être le plus efficace possible. Avez-vous eu peur que le pays traverse une période de fracture importante, qu'il y ait notamment des tentatives isolées, des menaces donc de violences endémiques dans la population, Bernard Cazeneuve? Moi, je redoutais beaucoup que un certain nombre de forces politiques ou d'acteurs qui essayaient d'organiser la confrontation idéologique et la tension à l'intérieur du pays ne s'adossent à ces tragédies que nous rencontrions pour créer un climat de fracturation. Et en même temps, j'ai eu très vite le sentiment que les Français, comme souvent lorsque l'histoire présente à eux des événements tragiques, seraient capables de se hisser au-delà d'eux-mêmes pour faire peuple, pour conforter l'unité, l'indivisibilité de la nation. Et ils l'ont fait de façon admirable. La manifestation du 11 janvier en ayant été d'ailleurs à ce moment-là la matérialisation, le symbole, l'expression. Et même s'il y a, et on l'a vu encore récemment, toujours des forces qui essaient d'expliquer que la République tout entière est tournée contre une partie de ses concitoyens, notamment de confession musulmane. La stratégie qui était celle de la République, parce que ce sont ses valeurs, c'est consubstantiel à ce qu'elle est presque ontologiquement, c'était pour nous de faire en sorte que la République, dans ce contexte, prenne dans ses bras tous ses enfants et puisse dire aux musulmans de France, vous êtes avec nous au cœur de la République, pleinement présent, pleinement protégé par elle, et nous vous protégerons du dévoiement de votre religion par une minorité d'individus guidés par la haine. Et je crois que ça, il faut l'avoir vraiment à l'esprit, parce que la République, la laïcité, c'est bien cela. C'est la volonté de faire en sorte que le droit de croire ou de ne pas croire soit reconnu, que nul ne subisse aucune pression en raison de ses choix exercés librement, et que nous continuons à faire peuple en indiquant à chacun qu'il a sa place dans la République dès lors qu'il accepte de se reconnaître dans des valeurs qui transcendent nos appartenances politiques, philosophiques et religieuses et qui nous permettent de faire société. Une partie de l'opposition, à l'époque, Bernard Cazeneuve dit, je vais le résumer à gros traits, trop de minutes de silence, pas assez de réaction du politique. Comment vous réagissez à ce moment-là, à ce type de critique? Ce ne sont pas les seules critiques qui sont exprimées par l'opposition. L'opposition aussi à l'époque demande que l'on mette en rétention tous les fichiers S. Elle demande qu'on prenne quelques libertés avec les principes de l'état de droit au nom de la fermeté républicaine. Comment je réagis? Je réagis de deux manières. D'abord en rappelant à l'opposition sa responsabilité, puisque c'est l'opposition de l'époque qui a décidé de la suppression de ces 13 000 emplois, qui a désorganisé les services de renseignement. Et je lui rappelle constamment qu'il
il est préférable de conforter l'unité nationale quand on a agi de la sorte plutôt que d'engendrer des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Et donc là, c'est Nicolas Sarkozy que vous visez et qui vous vise d'ailleurs, vous le racontez dans l'épreuve de la violence. C'est pas Nicolas Sarkozy seulement, c'est toute l'opposition qui... enfin, certains leaders de l'opposition, pas toute l'opposition, parce que l'opposition a voté une grande partie des lois antiterroristes et globalement, majorité et opposition ont réussi à s'entendre pour faire en sorte que le pays soit protégé. Mais il y a toujours, à droite comme à gauche d'ailleurs, des leaders politiques qui préfèrent la polémique, qui préfèrent la politique dans sa dimension la plus polémique, la plus partisane, à l'essentiel, c'est-à-dire à la préservation de l'intérêt national. Il y a toujours une forme d'addiction à la politique qui peut conduire aux comportements les moins souhaitables. Mais fort heureusement, tout cela n'a pas emporté l'ensemble de la classe politique française, et à ceux qui se comportaient ainsi, j'ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire la polémique n'a pas lieu d'être, chacun doit assumer ses responsabilités. La responsabilité que nous avons assumée collectivement, c'est celle de l'unité de la nation face à un défi extrêmement grave. Qu'est-ce que cette épreuve a changé en vous, Bernard Cazeneuve? Cette épreuve m'a confirmé des choses que j'intuitionnais et qui me sont apparues comme des axiomes de la vie publique. J'ai acquis la conviction que la France est plus grande que chacune et chacun d'entre nous, qui exerçons des responsabilités, que la servir avec abnégation en s'effaçant pour essayer de faire au mieux, sans être jamais d'ailleurs certain de bien faire, était la meilleure manière d'exercer des responsabilités dans des périodes troublées, et qu'il fallait ne jamais perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous sommes collectivement, les valeurs auxquelles nous adhérons, qui nous soudent les uns aux autres par-delà nos différences, et qui doivent être, lorsque un pays est secoué, comme le nôtre l'a été, notre seule boussole. Comment fait-on pour tenir? Est-ce qu'à un moment, on a la tentation de se replier sur soi-même, de considérer que face à cette vague d'attentats, on ne peut plus rien faire, Bernard Cazeneuve? Ah non, je n'ai jamais éprouvé ce sentiment-là. J'ai pensé à chaque moment que même si les choses étaient difficiles, même si des erreurs pouvaient être commises, même si il nous arrivait collectivement de nous interroger sur tel ou tel... Sur quoi, par exemple? Est-ce que nous ne pouvions pas accélérer le calendrier législatif? Est-ce que la coordination entre les services de renseignement était suffisante? J'ai été amené constamment à faire évoluer le dispositif pour améliorer le dialogue entre les services lorsque j'ai créé par exemple les MOPT, qui est une structure destinée à mieux communiquer entre services de renseignement sur les cas de radicalisation les plus signalés. Donc on a évolué en permanence, on a adapté en permanence nos dispositifs, mais ces interrogations ne m'ont jamais conduit ni à être dans la peur, ni à considérer qu'on ne pouvait rien faire. Au contraire, moi j'étais tous les jours dans l'action, j'avais la passion de ce pays, la volonté de le protéger, et je n'étais pas dans la résignation, le renoncement, jamais. Bernard Cazeneuve, à l'épreuve de la violence, votre livre publié aux éditions Stock. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer la manière dont vous avez vécu votre passage place Beauvau, et puis la façon dont vous avez vu la politique et la manière dont la violence s'est emparée d'elle. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h20, et oui, Frédéric Sey, vous avez dit, à observer les déboires d'Emmanuel Macron, peut-être y a-t-il quelques figures du gouvernement de François Hollande qui rient sous cap, et alors, hasard du calendrier, nous sommes en compagnie d'une figure du gouvernement de François Hollande, Bernard Cazeneuve. Vous publiez à l'épreuve de la violence aux éditions Stock, vous avez été notamment ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Une réaction à ce qu'a dit Frédéric Sey? Je crois que derrière l'éditorial de Frédéric Sey, il y a une question et qui n'a pas été évoquée dans l'éditorial, donc je me permets par souci de complémentarité de l'évoquer moi-même, qui est la question de la justice. Lorsque l'on fait des réformes pour faire des réformes, en se regardant dans les réformes que l'on fait, pour diffuser l'idée qu'on est en rupture, qu'on est l'incarnation d'un monde nouveau, capable de faire tout ce que les autres n'ont pas réussi à faire auparavant, et qu'on ne se pose jamais la question de savoir quels objectifs poursuivent les réformes qu'on engage, et surtout, encore moins la question de savoir si les réformes qu'on engage sont justes. À un moment donné, on se trouve confronté à un sentiment très profond de l'opinion publique qui, lorsqu'elle entend réforme, comprend recul. Cela vous est arrivé d'ailleurs avec la loi travail.
la loi travail était une loi qui comportait beaucoup de mesures qui étaient en faveur des salariés, sur la possibilité de se former tout au long de la vie, d'améliorer le compte formation. Il y avait beaucoup de contreparties dans la loi travail qui étaient en faveur des salariés. Et par ailleurs, la loi travail était une loi qui avait aussi conduit le gouvernement à discuter avec les organisations syndicales, même si parfois il y avait le constat de désaccords profonds. Et là, nous sommes dans une toute autre logique. On a nié le rôle des corps intermédiaires, on les a méprisés, on les a mis sur le côté, on les a stigmatisés comme des structures destinées à empêcher les réformes de se faire. Aucune réforme ne peut se faire dans un pays moderne sans des interlocuteurs représentant le monde du travail et capables de bâtir des compromis. À force de nier le rôle de ceux avec lesquels on peut bâtir des compromis, on n'est plus capable d'en bâtir aucun, et on a partout la tension et partout la confrontation. Justement. Et la possibilité de faire des réformes. Donc, moi je dis une chose très simple, si l'on veut faire des réformes dans ce pays, il faut qu'on soit capable d'expliquer que les objectifs que poursuivent ces réformes renvoient à la notion de progrès. Si à chaque fois qu'on entend réforme, on comprend recul, alors le pays se crispe et se paralyse. Et il y a dans la politique de ce gouvernement trop d'injustice. Sur la tension dont vous parlez. Trop de mépris à l'égard des organisations syndicales et des corps intermédiaires, trop peu d'écoute et beaucoup trop de verticalité. Sur la tension dont vous parlez, vous avez constaté que hier, des étudiants ont envahi la salle où François Hollande devait donner une conférence à Lille, salle à l'université, au cri de Hollande assassin, après qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon en dénonçant la précarité. Certains ont même déchiré les livres de l'ancien président, qui n'était pas dans la salle à ce moment-là. De quoi est-ce le signe? Comment vous l'interprétez? Ce qui s'est passé à Lille, après ce qui s'était passé à Bordeaux avec Sylviane Agacinski, est extrêmement grave. Une université, c'est un lieu de confrontation et de débat. C'est dans le pays, par excellence, l'enceinte où ceux qui ne pensent pas nécessairement la même chose sur tous les sujets peuvent, dans le respect des positions de chacun, débattre, s'exprimer, confronter leur point de vue. Et il n'y a pas de place pour la violence dans l'université, parce que toute la place est laissée au débat. Et lorsque la violence s'instaure, lorsque l'irrespect domine, lorsque l'on déchire des livres avec tout ce que cela représente de symboles, compte tenu de ce que furent notamment certains événements de l'histoire, alors on est confronté à un dérapage absolu. Et autant je comprends la détresse et la mobilisation des étudiants qui sont inquiets pour leur avenir, qui sont dans l'angoisse, autant rien ne peut justifier que des revendications puissent s'exprimer dans un tel climat d'irrespect et de violence. J'ajoute que c'est d'autant plus injuste, je voudrais dire un mot là, ce complémentaire si vous m'y autorisez, que lorsque l'on regarde les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé sous le quinquennat de François Hollande, entre 2012 et 2017, les aides directes aux étudiants ont augmenté d'1 demi-milliard. Le nombre de boursiers bénéficiant de ces aides directes a augmenté de 11%. L'État s'est porté caution des étudiants lorsqu'ils ne pouvaient pas accéder au logement en payant leur loyer. C'est près de 20 000 étudiants qui ont bénéficié de ce type de mesures. L'aide à l'accès à l'emploi a permis à des étudiants de continuer à percevoir leur bourse dès lors qu'ils étaient dans leur premier emploi et pouvaient être confrontés précisément à la précarité. Donc les propos que vous avez évoqués qui s'adressaient à François Hollande au regard de ce qui a été fait par lui sont totalement déconnectés de la réalité de ce qu'a été son action, sont injustes, cette violence n'est pas acceptable et cela doit être dit de façon extrêmement ferme parce que le pays ne peut pas non plus bâtir les compromis utiles pour la justice si il y a des forces minoritaires mais agissantes dont le seul et unique objectif est d'organiser en tout point du territoire l'affrontement, la confrontation en convoquant la violence. Parce que pour vous, c'est cela l'explication. Est-ce qu'il n'y a pas eu une interprétation de la montée de la violence, si vous considérez, comme vous l'avez fait, qu'il y a un certain nombre de débats qui n'ont pas pu avoir lieu? Est-ce que c'est un signe d'une violence de plus, puisque votre livre s'intitule « À l'épreuve de la violence », Bernard Cazeneuve? Mais je pense que nous sommes dans une société sous tension extrême et que le rôle d'un responsable politique, lorsqu'il est précisément responsable et républicain, c'est de trouver sur chaque sujet les mots qui permettent de créer les conditions de l'apaisement. Ce n'est pas de convoquer les débats
dont on est certain qu'ils créeront des tensions, Vous pensez à quoi? Je pense qu'il n'était pas nécessaire, pour être très clair, de convoquer la question migratoire dans les termes dans lesquels cela a été fait il y a de cela quelques semaines, alors que nous ne connaissons pas de pression migratoire, et que la meilleure manière de traiter la question migratoire, c'est d'avoir des politiques publiques qui permettent d'accueillir ceux qui doivent l'être, de reconduire ceux qui n'ont pas vocation à être accueillis, de mettre des moyens dans les dispositifs de l'asile et de l'intégration, comme j'ai essayé de le faire modestement lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Lorsque à Calais, il y avait 12 000 migrants qui étaient dans une situation de très grande précarité, et que j'ai pris la décision, en travaillant sans que personne ne le sache nécessairement, avec les préfets pendant des mois, pour ouvrir 675 centres d'accueil et d'orientation partout en France, que nous avons passé de 40 000 à 80 000 le nombre de places en CADA. C'était pour créer les conditions d'une politique migratoire CADA, qui permette d'accueil. Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Vous en parlez dans le livre de votre bilan. Mais c'est très important de dire cela. Et au moment où je faisais cela, l'actuel président de la République, candidat aux élections présidentielles, expliquait que la véritable politique était celle d'Angela Merkel, et que ce que nous faisions n'était pas suffisamment généreux, pour finir avec les circulaires Collomb et la convocation dans l'approximation la plus grande de toutes les notions que convoque l'extrême droite dans Valeurs Actuelles. Tout le monde a le droit de changer, manifestement. Oui, tout le monde a le droit de changer, mais la politique n'est pas un art qui consiste dans le situationnisme le plus grand à changer. Situationnisme, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une situation nouvelle se présente, pour cristalliser un électorat, on prend une position différente de celle qu'on avait la veille. Le situationnisme, Bernard Cazeneuve, ça a un côté un peu foutraque, c'est aussi ce que vous voulez dire pour qualifier la politique du gouvernement actuel, un peu surréaliste. Non, je pense que la part d'opportunisme est dans la politique du gouvernement actuel, et qui commence à se voir, et qui le conduit sur tous les sujets à prendre des positions différentes à mesure que l'opinion évolue ou que l'on veut la séduire, n'est pas la bonne manière de montrer la direction, et n'est pas la bonne manière d'apaiser le pays. Parce que quand on veut apaiser un pays, il faut être très solide sur les valeurs, la laïcité, les principes républicains, il faut être très solide sur les institutions, la démocratie sociale, les corps intermédiaires, la négociation, la recherche du compromis. Parce que si on n'est pas solide sur ces sujets, si on n'est pas capable d'avoir une méthode de gouvernement qui permette de surmonter tous les conflits pour trouver les compromis qui s'imposent, alors il n'y a pas d'apaisement, et nous sommes sous tension en permanence. Et moi, je suis un républicain résolu, qui souhaite que les institutions fonctionnent de façon apaisée, qu'on puisse trouver des compromis, et je préfère un bon compromis à une mauvaise polémique. Sur la laïcité, le rapport aux religions, la manifestation contre l'islamophobie, Stop à l'islamophobie, c'était son intitulé de dimanche dernier. Votre parti, le Parti socialiste, et Olivier Faure, son actuel dirigeant, ont pris une position très claire. Ils n'ont pas participé à la marche, ils ont même rejeté le mot d'islamophobie, tout en condamnant évidemment les actes de haine anti-musulmans. Je cite, c'était la bonne décision? Oui, bien sûr, c'était la bonne décision. Parce que parmi ceux qui ont manifesté, et qui sont beaucoup exprimés depuis quelques années, il y a un ensemble d'acteurs qui théorisent le fait que la République, dans ses institutions, dans son organisation, voire même dans son idéologie, n'aurait pour seul et unique objectif que d'organiser la discrimination à l'égard de nos compatriotes de confession musulmane. Vous parlez d'acteurs politiques ou d'acteurs associatifs? D'acteurs politiques, et parfois aussi d'acteurs associatifs. Or, Vous cela visez qui, est le plus contraire, précisément, Bernard ceux Cazeneuve qui se sont exprimés au sein du CCIF ou d'autres organisations qui, autour de cette structure, s'étaient rassemblées. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que la République, et notamment lorsqu'elle a été confrontée aux événements tragiques que j'évoquais, n'a eu de cesse de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de prendre tous ses enfants dans ses bras. Et lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais la volonté, et parfois même l'obsession, de faire en sorte qu'aucun groupe extrémistes ne puissent se tourner contre nos compatriotes de confession musulmane en organisant à leur rencontre des violences. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup déplacé en province pour aller à la rencontre des musulmans de France, pour leur dire que la violence de quelques-uns qui dévoyaient leur religion devait nous conduire à les protéger eux aussi de cette violence, parce que des musulmans dans notre pays ont été victimes de la violence terroriste. Je n'oublierai pour ma part jamais la figure très belle d'Ahmed Merabé, policier, portant l'uniforme, fier de sa religion,
fier de ses origines, résolument républicain, qui a été tué à bout portant par les terroristes à la sortie du siège de Charlie Hebdo, alors qu'il était policier, musulman, attaché à sa religion, attaché à son uniforme. Donc les musulmans ont été eux-mêmes victimes du terrorisme et ils ont vécu de façon extraordinairement douloureuse et de façon souvent honteuse le comportement de ceux qui s'enfermaient dans le communautarisme, une forme de radicalité violente, et s'en prenaient à nos compatriotes de toute confession à la faveur de ces attentats terroristes. Donc je crois que tout cela doit être rappelé très fortement. Et moi, je rêve d'une grande manifestation sur les principes républicains, à l'instar de celle qui s'est produite le 11 janvier pour la laïcité, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire, et dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être protégé par la République, qui ne saurait accepter que quiconque subisse une pression, une violence en raison des choix qu'il a effectués par l'exercice de sa libre conscience. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi sur la laïcité de 1905, dans son article 31, qui pénalise les pressions qui s'exercent sur quiconque a fait librement le choix de sa religion ou le choix de ne pas croire, et qui n'a pas à subir la violence de quiconque. Donc c'est ça la République, ce sont ses principes, c'est l'idée qu'il n'existe qu'une communauté, la communauté nationale rassemblée autour de ces principes, qu'aucune dérive communautariste ne peut venir remettre en cause ces principes, et c'est précisément parce qu'il y a ce creuset de valeurs auquel nous adhérons collectivement et qui nous permet de vivre ensemble que la République doit à tout moment être en situation de prendre tous ses enfants dans ses bras. C'est ça le message qui doit être diffusé. Cazeneuve, les contrôles c'est le aux seul faciès, message. C'est le seul aussi. message. Mais ces contrôles aux faciès, ils doivent être dénoncés. La République ne peut pas accepter la moindre discrimination. Et lorsque il y a eu le débat sur les récépissés, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai proposé concrètement que l'on puisse mettre en place les GoPro, les caméras qui soient enclenchées systématiquement, obligatoirement par la police, de manière à ce que l'on puisse avoir une traçabilité de la relation entre ceux qui contrôlent et les citoyens, et que l'on puisse précisément, sans humilier personne, sans susciter de crispation supplémentaire, créer les conditions de l'apaisement. Donc oui, la République doit être exemplaire, les discriminations doivent être combattues résolument, il est normal qu'il y ait des associations qui les dénoncent, et il est normal que l'État rende compte de ce que sont ces agissements, mais il n'est pas normal en revanche qu'il y ait des groupes qui, parce qu'ils veulent enfermer un certain nombre de nos concitoyens dans des communautés refermées sur elles-mêmes, théorisent la consubstantialité de la violence à la police, ou encore l'organisation de la République dans tous ses services, dans tous ses principes, dans toutes ses règles, pour aller discriminer telle ou telle partie de la population, parce que ça crée des tensions, ça diffuse une image de ce que sont les institutions de la République qui n'est pas conforme à ce qu'est la République fondamentalement, et ça organise dans le pays la confrontation. Alors je comprends qu'il y ait des groupes politiques, qu'il y ait des extrémistes qui veuillent organiser cette confrontation, mais moi je crois à l'unité et à l'indivisibilité de la République, je crois à la nécessité de l'apaisement, et je crois que les valeurs que nous portons de façon universelle sont plus fortes que ces dérives et ces tentatives de confrontation et d'organisation dans la République de l'opposition des uns aux autres. Toujours sur les violences policières, la mort de Rémi Fraisse, c'était en automne 2014, et vous écrivez dans votre livre: pour la première fois depuis mon arrivée place Beauvau, l'émotion prend le dessus. Là, on a affaire de manière évidente à une violence policière avec le meurtre de ce jeune militant, Bernard Cazeneuve. Non, mais il y a eu sur cette tragédie que vous évoquez des enquêtes et des jugements. Et il y a eu de la part du ministère de l'Intérieur, je le sais puisque c'est moi qui ai donné les instructions, la volonté, parce que je sentais monter les tensions à Sivens, de faire en sorte que cette tragédie n'arrive pas. Et j'ai été d'ailleurs, je le raconte dans le livre,
alerté par plusieurs responsables écologistes sur des risques de tension et de confrontation, mais j'ai été aussi alerté par les représentants des forces de l'ordre sur le fait qu'il y avait à Sivins des individus, des petits groupes qui souhaitaient cette confrontation et les gendarmes eux-mêmes la redoutaient. Et par conséquent, toutes les instructions qui ont été données par écrit et par oral de ma part étaient des instructions d'apaisement pour éviter que ce drame ne survienne. Il y a eu la tragédie que l'on sait. Cette tragédie a fait l'objet d'une enquête, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, une enquête judiciaire. Et au terme de l'enquête de la gendarmerie nationale, je n'avais pas à conduire l'enquête judiciaire, j'ai pris des dispositions extrêmement rapides pour mettre fin à l'utilisation de ces grenades offensives. Et il n'y a pas eu, je ne peux pas dire ça à votre antenne parce que ça ne correspond pas à ce que je sais, ça ne correspond pas aux informations qui m'ont été communiquées, ça ne correspond pas à ce que j'ai vécu. Il n'y a pas eu de volonté de la gendarmerie à Sivins d'organiser des violences policières pour aboutir à un drame. Ça ne correspond pas à la réalité de ce que j'ai vécu. Plus généralement, est-ce un gouvernement de gauche de réprimer des manifestations? Quand vous prenez par exemple Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui Notre-Dame-des-Landes, on le sait, ne sera jamais un aéroport, c'est un lieu paisible, les gens ils font de la culture bio. Était-ce véritablement la peine de faire ces confrontations pour en arriver là, Bernard Cazeneuve? Non, mais il y a deux sujets dans votre question. Est-ce qu'il était nécessaire de faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Et est-ce qu'il était nécessaire d'avoir autant de mois de confrontation, d'incidents à Notre-Dame-des-Landes pour à la fin renoncer? J'avais pour ma part une position sur ce sujet. Je l'ai défendu en interministériel. Le Premier ministre de l'époque a eu un débat avec moi sur ce sujet. Je pensais qu'il on entend que vous étiez hostile à je n'étais pas favorable à une intervention policière à Notre-Dame-des-Landes pour évacuer le site. Non pas parce que je considérais que ce qui s'est trouvé en dépit des décisions de justice et des règles de droit avait vocation à y demeurer, mais tout simplement parce que j'avais une obligation de mobiliser beaucoup de forces sur le front terroriste et que je ne pouvais pas être à la fois dans la protection des Français par la mobilisation de ces forces sur le front terroriste et dans une intervention qui aurait mobilisé toutes ces forces pendant de nombreuses semaines. Vous donniez un chiffre d'ailleurs, vous disiez que c'était un tiers des forces mobiles de tout le pays, c'est ça qui aurait été nécessaire parce que c'était très vaste et finalement quand Emmanuel Macron décide de ne pas le faire, c'est aussi lié à cette impossibilité quasiment de reprendre bien sûr, le c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il ne le fait pas. Est-ce qu'il y avait vraiment le choix de mais le faire? j'ai soutenu d'ailleurs la position prise par le gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'elle me paraissait sage. Bon, deuxièmement, je pense que ces grands projets qui sont des grands projets qui posent beaucoup de problèmes environnementaux et qui font l'objet de confrontations très lourdes, très dures, ne peuvent pas être menés comme ils l'ont été et ne pourront plus être menés de cette manière-là. Si on veut mener des projets d'infrastructure ou des projets de développement, il faut prendre le temps de la concertation citoyenne, il faut tenir compte de l'impact des projets sur l'environnement, parce qu'on est dans une, on préoccupation. Peut le prendre dans l'autre sens, le discours que vous tenez ce matin. On peut aussi se dire que techniquement, au niveau du nombre de forces de l'ordre que ça aurait mobilisé, finalement, ce n'était pas possible politiquement à mener ce type d'opération. Et certains des opposants pourront vous répondre, mais que faites-vous de l'autorité de l'État? Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de la faire appliquer. C'est aussi cette question qui peut se poser derrière ce constat. Non, ce n'est pas cette question qui peut se poser, parce que la question de l'autorité de l'État se pose lorsque on est dans une situation où des projets ont été menés de façon rationnelle, ne sont pas surdimensionnés, correspondent à ce que sont les préoccupations environnementales que toute société doit avoir dans un contexte où la planète est menacée. C'est pas ce que vous disiez à l'époque, pardonnez-moi. Mais à l'époque, j'étais dans une solidarité gouvernementale, c'est ce que je disais lorsque j'étais dans des réunions interministérielles où je faisais prévaloir mon point de vue avant que l'on ne tranche ces sujets. Mais sur la question de Notre-Dame-des-Landes, on sait très bien, parce que cela a été dit publiquement et parfois cela m'a été reproché, que je n'étais pas du tout favorable à une intervention des forces de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes pour des raisons qui tiennent au fond du dossier, je viens de m'exprimer sur ce sujet, et pour des raisons qui tiennent aussi au fait que cette opération ne pouvait pas être menée, selon moi, dans des conditions opérationnelles maîtrisées. Et j'avais la responsabilité de la protection des Français contre des attaques terroristes. Je savais à quel point les forces du ministère de l'Intérieur étaient mobilisées. Je savais qu'on ne pouvait pas disperser ces forces alors qu'elles étaient déjà
fois soumise à rude épreuve, et j'ai par conséquent pris une position qui était une position de responsabilité. Bernard Cazeneuve, un autre sujet, le retour des djihadistes, avec aujourd'hui une situation de confrontation par rapport à la Turquie et ce que l'on a découvert, un protocole Cazeneuve. Que contenait-il, le protocole Cazeneuve? Oui, ce protocole Cazeneuve dont on parle là, subitement ces derniers jours, il faut le replacer dans son contexte. En octobre 2014, il y a des djihadistes qui ont été arrêtés par les autorités turques et qui sont renvoyés en France et arrivent dans un aéroport qui n'est pas celui où on les attendait. Parce qu'il n'y a pas eu une communication par les autorités turques aux autorités françaises des conditions de retour de ces djihadistes qui a permis de les arrêter au moment de leur arrivée et de les judiciariser. Et par conséquent, après que cet événement est survenu avec tous les problèmes que cela posait, je décide de me rendre à Ankara, sans même en prévenir d'ailleurs le ministre turc de l'Intérieur, en me disant qu'en y allant, je serai nécessairement reçu, ce qui ne manquera pas de se produire. Et à ce moment-là, sur place, dans une relation assez tendue avec le ministre de l'Intérieur turc, je lui indique que cela ne peut pas continuer, qu'il faut protocoliser de façon extrêmement précise les modalités du retour de ceux qui ont été sur le théâtre des opérations terroristes et qui reviennent en Europe et notamment en France. Et à ce moment-là, nous signons un protocole qu'on appelle le protocole Cazeneuve, qui est un protocole par lequel les autorités turques, qui ont entre les mains des personnes qui ont été sur le théâtre des opérations terroristes et qui peuvent représenter un danger pour la sécurité de notre pays, sont obligés de nous signaler ces personnes et d'assurer avec nous leur retour dans des conditions qui permettent leur arrestation et leur judiciarisation pour éviter que ces personnes ne nous frappent. C'est ça le protocole Cazeneuve. Et alors aujourd'hui, votre réaction par rapport à la politique menée par la Turquie? Mais la politique menée par la Turquie est une politique hautement condamnable, de même que la décision prise par les Américains de se désengager de Syrie, permettant ainsi aux Turcs de conduire les opérations qu'ils ont conduites à l'encontre des Kurdes, représente pour nous un risque sécuritaire qui n'est pas négligeable. Et à partir du moment où ce risque sécuritaire se présente à nous, parce que les djihadistes qui étaient dans les camps kurdes peuvent être demain dans la nature et revenir sur le territoire européen, il est indispensable que le protocole que j'ai signé soit mis en œuvre par les autorités turques de manière à ce que les djihadistes soient récupérés, judiciarisés et mis hors d'état de nuire. 8h43 sur France Culture, Bernard Cazeneuve, à l'épreuve de la violence, c'est votre livre publié aux éditions Stock.